Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Mon nom est Grégory puis je vais être votre animateur aujourd'hui. Je reçois Alexandre qui va nous parler de sa caméra Canon. Donc bonjour Alexandre. Bonjour Grégory. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Ça va très bien. Donc pour commencer, c'est quoi la compagnie Canon? Peux-tu nous en parler un peu? Canon, c'est une compagnie japonaise qui a été créée en 1933. C'était un laboratoire de recherche en fait. Puis en vue de concevoir des caméras, des appareils. Puis Canon, en fait, c'est surtout spécialisé dans les appareils optiques comme les photocopieuses, les appareils photo, puis les imprimantes. Puis c'est juste en 1947 que ça devient Canon Camera, la compagnie, ouais. OK. Puis donc toi, tu as une caméra Canon. Oui. Ta caméra, toi, elle appartient à quel genre de caméra Canon exactement? Ça appartient à la série EOS, qui se traduit par Electro Optical System, qui a été créée. La première caméra EOS a été créée en 1987. Ça fait quand même un petit bout que la série, elle existe. Puis, celle-là a été créée en 2008. OK, cool. Intéressant. À quel endroit, parce que toi, c'est la XSI, comme tu as dit, se situe dans la série des caméras EOS? Oui, ça a été environ 64, la 64e qui est sortie depuis 1987. Okay. Ça fait quand même un petit bout, puis il en faut encore aujourd'hui, fait qu'ils sont rendus à beaucoup plus. OK, 64, c'est quand même, c'est beaucoup de caméras. Ouais. Donc, après la série EOS, quelle caméra devient plus moderne? La dernière qui est sortie, c'est la EOS M50, qui fait du 4K aujourd'hui. C'est une des premières caméras Canon qui fait du 4K, qui est classée comme... Il y avait des caméras plus professionnelles qui faisaient du 4K, mais la première grand public qui a fait du 4K, c'est celle qui vient de sortir, la M50. OK. Puis, en termes financiers, là, ta caméra, en 2008, elle valait combien environ? En 2008, quand elle est sortie, d'après moi, elle devait valoir ce que les caméras valaient dans ce temps-là. J'ai pas trouvé, vu que ça se vend plus, puis ça se fait plus non plus. Mais tu peux encore l'acheter usagé. Ben, tu vas pas acheter ça usagé parce que c'est une caméra de 2008. Ben non, parce que ça a le 12,2 mégapixels, tandis que les caméras aujourd'hui en ont 24. C'est le double. Là. Si tu veux une meilleure qualité, tu prends pas... Mais si t'es comme moi et t'es amateur, tu fais juste prendre une caméra comme ça. Mais les caméras qui est sortie en 2008, la M50, j'ai juste le boîtier tout seul, pas de... C'est 3000 $. OK, wow. OK, fait que c'est vraiment une bonne caméra dans le temps, là. Ouais. Fait que toi, comment que tu as eu cette caméra-là, dans le fond? Est-ce que tu as payé 3000 $ ou tu l'as eu de... Non, je l'ai eu en héritage par mon grand-père qui est décédé. Okay. Puis il nous l'avait laissé à moi puis ma mère. Puis... ouais, je l'utilise des fois. Donc, j'imagine que tu en prends grand soin, par exemple. Cool. Puis, qu'est-ce que tu photographies, toi, avec ça? J'ai photographié une fois quand je suis allée en voyage, que j'avais été une semaine en France, dans le fond. J'avais pas mal photographié beaucoup de choses. Okay. J'ai été... puis je photographie aussi quand j'en ai besoin, comme des fois, de la ringuette, là. Des fois, je vais photographier ça quand ma soeur... Bon, bien, merci beaucoup, Alexandre. Puis, vous à la maison, merci d'avoir été là. Mon nom est Grégory et puis c'était l'émission à découvrir. Restez avec nous parce que William va venir nous parler de ses lunettes de soleil. Donc, merci et à la prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Mon nom est Alexandre Diotte et aujourd'hui on accueille William Gravel qui nous parlera de ses magnifiques paires de lunettes. Bonjour William. Bonjour, ça va bien? Ça va bien toi? Très bien. Premièrement, peux-tu nous présenter tes paires de lunettes? Oui. Je leur ai donné des noms en plus. Ah ouais. Harold, Thomas, Gertrude. OK? Je les ai trouvés. Je trouvais Ouais. que c'était des beaux petits noms puis tout. Oui, mais ça, c'est une paire de lunettes du Dollarama. Celle-ci, je l'ai trouvée par terre, à côté d'un magasin, Ok. sur le trottoir. C'est pour ça qu'il y a une scratch. Et ceux-là, je suis pas sûr que je les ai volés, je m'en rappelle pas, mais je pense pas. Mais volés de quelqu'un, fait que c'est pas si pire que si je les avais volés d'un magasin. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Les voler quelqu'un, ouais, c'est moins pire, on s'entend. Ouais, mettons. Qu'est-ce que tu peux faire de spécial avec tes lunettes? De spécial? À part les porter puis cacher le soleil? Ben écoute, mes caches-soleil, je peux faire bien des choses avec ça. Des fois, je les mets dans la douche. Pour deux raisons. J'ai une douche intérieure et extérieure. OK. Je voulais voir si c'était le même effet quand j'étais dans la douche intérieure qu'extérieure. Donc, je les mettais. En effet, ça cache le soleil. Quand tu es à l'extérieur? Oui. Non, à l'intérieur aussi. La lumière, quand même? Ben, dans la le lumière, salon? oui. OK. Puis tout ce qui est trop pour mes yeux. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de très sensible dans les OK. yeux. Oui. C'est pour ça que tu as beaucoup de paires de lunettes, Ça, c'est le 10e de ce que j'ai comme paire de lunettes. Oui, quand même. en effet. Quand même. Oui. Puis ceux que tu as emportés, c'est-tu des lunettes spéciales, comme? Ils viennent d'où? Ben, ces lunettes-là, en tant que telles, ils viennent du Canada présentement. Oui, parce que je les ai amenées de Montréal. Tu les as achetées Ottawa. au Canada. Oui. OK. Ouais. Puis, entre autres. Sauf que, originalement, ils ne viennent pas du Canada. Non? Non, c'était très différent. Comme j'avais mentionné un jour à quelqu'un d'autre. Portugal, Sénégal, la Chine. Ah, c'est des... Ouais. Ouais. Mais ça paraît aussi, quand tu regardes la qualité, tu vois, ça, c'est comme. Ouais, c'est vrai que c'est plus portugais, ça. Tu regardes ça ici. Toi, tu vois ça de même. Ah, tu le sais, au toucher. Tu Tu peux le toucher sais? si tu veux, tu peux voir. Tu le sais comme Oui. ça? Oui, donc Ah ouais, Portugal, tu vois la- Sénégal, c'est beaucoup plus solide, tu vois, Ouais. parce qu'ils ont de l'ivoire là-bas. Tu vois la... Chine, moyen. Ça, ils en Moyen. produisent trop, Ouais. fait que c'est comme, ouais, 100 ans, 300, c'est pas Ouais, grave. c'est ça. Ouais, quand même. Puis combien ils t'ont coûté? Je sais qu'il y en a une que tu as supposément volée, puis une que tu as trouvée par terre, mais... Ouais, mais ça, tu vas parler à mon avocat pour ça, parce que moi, je suis pas au OK, courant de c'est rien. bon. 1,35 plus taxe. Quand même. Oui, au Dollarama. Mhm. OK, on s'entend. Ça se fait bien, c'est pas cher, ça se porte, douche, pas douche, peu importe. Celles-ci, je les ai trouvées par terre, sauf que j'ai fait ma recherche, parce que je suis un gars de recherche, moi. OK. Oui. 22,95 avant taxe. Ouais. Quand même. Ajoute la TPS, ajoute la TVQ, c'est un petit peu Quand plus que même. 22,95. Les taxes, ouais. Les bains au Québec. On est en Ontario, par exemple. Hein? Ouais, Ouais, mais quand même. Ça revient au même, c'est ça. Ceux-là, 12 12. Ouais. C'est pourquoi? Pourquoi? Ils viennent de la Chine. Ah, c'est ça. C'est la qualité. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Ben, merci, William, d'avoir été avec nous. C'est tout le temps qu'on avait. Restez avec nous, car après, on reçoit Alexandre qui nous parlera de son ordinateur Surface Pro 3.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Ici avec moi, Alexandre Leclerc-Groux. Je serai votre animateur, William Gravel. Et je pense que tu viens nous présenter ton ordinateur, un laptop. Oui. Oui. Oui, ça fait longtemps que je l'aime bien. Oui. Donc, oui, je viens vous présenter ça aujourd'hui pour les personnes qui veulent, qui se cherchent un laptop, dans le fond. Peux-tu me dire exactement combien de temps que tu l'as? Je l'ai depuis 1 an. Ça fait 1 an que j'ai le laptop. Je l'ai acheté d'ailleurs à sa sortie. Ça fait longtemps que je me cherchais un bon laptop. Puis quand j'ai vu qu'il en sortait un nouveau qui était selon ce que je pouvais acheter, dans le fond, avec l'argent que j'ai. Ton budget. Ton budget? Mon budget, oui, c'est ça, mon exact. budget. Je suis allé tout de suite avec. Je suis sauté sur l'occasion, dans le fond. Oui, tu l'as acheté neuf, dans le fond. Ouais. Tu as fait comme, moi, je veux ça là, je veux. Puis c'est quel laptop exactement? C'est une Surface Pro 3, Pro collaboration avec HP. HP. OK, c'est la première fois que j'entends ça dans ma vie, ça. Oui, bien écoute, ils ont fait ça parce que c'était mieux pour. Ils ont fait bien des bons avancements, puis ils ont fait beaucoup d'argent avec ce laptop-là, dans le fond. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait ça ou... Pas exactement, non, mais je sais que ça a donné un très beau produit OK. que je suis très fier de vous présenter aujourd'hui. Bien, justement, est-ce qu'on pourrait l'ouvrir, peut-être voir un peu Absolument. de quoi ça a l'air? Donc, Ça s'ouvre vite, hein? voici, oui, ça s'ouvre quand même assez rapidement. L'interface, voici, c'est à ça que ça ressemble. Il y a un beau clavier, il y a assez d'espace pour mettre les mains si on veut. Ça marche bien. Le touch. D'ailleurs, ce qui est le fun avec ce laptop-là, c'est qu'il est aussi touch sur l'écran. Un peu comme les Surface Pro, d'ailleurs. Oui, hein? Avant ça. Ils ont intégré ça dans ce laptop-là. OK. Mais je te demanderais de faire un exemple. Je pense que tu n'as plus de batterie, hein? Non, malheureusement. Mais je peux t'assurer qu'il est touch. OK. Puis même que quelque chose que je vais faire vraiment attention, mais c'est qu'on peut y aller comme ça. Oui. Comme ça, c'est plus facile juste y aller touch sans avoir le clavier dans les mains. Par exemple, si tu dessines. OK, c'est ça. Parce que moi, je suis pas un gars d'ordinateur. Moi, quand tu me fais ça, je suis comme comment je vais écrire sur le clavier pour regarder mon écran. Je suis un peu Alors, perdu. si tu veux pas écrire sur le clavier. C'est comme avoir un iPad, mais tu veux pas, tu sais, comme. Ouais. Tu veux pas jouer un à des iPad. jeux juste touch. Ouais. Alors, c'est beau. Ben, OK, parfait, j'aime ça. Fait que n'importe quel jeu, peu importe. N'importe quel jeu, tu peux jouer là-dessus. Puis toi, il prend plein de choses. Tu l'utilises pour quoi, exactement? Aussi pour des jeux, on parlait du jeu. Oui. J'adore jouer à des jeux. Et oui, c'est toujours le fun de jouer à des jeux. Mais à la base, la raison pour que je l'ai acheté, c'était pour faire du montage. OK. Pour mes courts-métrages. Ouais. Il va très bien pour ça. Il est très rapide. Il lag pas. Je peux ouvrir plusieurs fenêtres d'ailleurs sans qu'il lag. Souvent, il y a certains ordinateurs que juste Premiere Pro, qui est le logiciel de montage que j'utilise, juste ça va commencer à ralentir le PC. Ouais, puis c'est plus le fun là, quand ça ralentit. C'est ça. Puis tu peux pas nécessairement, mettons, tu vas aller chercher une autre clip ou si tu veux aller, mettons, rechercher une musique sur Google, sur des sites de droits d'auteur, par exemple. Qu'il n'y a pas de droit d'auteur que tu peux prendre la musique que tu veux. Si ça lag énormément, juste aller essayer d'ouvrir une page Google, c'est vraiment désagréable d'essayer de faire du montage avec ça. Lui, aucun problème. Je peux ouvrir jusqu'à 5 fenêtres sans problème. Tout en même temps, là? En même temps. Là. OK. Je peux avoir montage, mes sites pour les musiques. Oui, la musique. Droit d'auteur. Vidéo. Je respecte ça. Facebook, je peux avoir n'importe quoi de ouvert. Là. YouTube aussi, écouter la musique un petit peu. C'est quand ça fait un peu beaucoup en même temps, je te dirais, que la musique, le montage, les vidéos, tout en même temps. Je veux dire, c'est faisable, j'en doute pas. Mais mais cool. Mais c'était vraiment super intéressant. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu nous montrer cet objet. C'est tout ce qu'on avait comme temps ce soir. Donc, venez à la prochaine voir la merveilleuse Kayla qui va venir nous présenter son objet. C'est un mystère. À la prochaine. Donc, c'est intéressant.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Je suis votre animateur, Alexandre Leclerc-Groux, et aujourd'hui, avec moi, se trouve Kayla Matt, qui va nous parler de son JBL Flip. Donc, bonjour, Kayla Matt. Salut, Alexandre. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Donc, dis-moi exactement, c'est quoi un JBL Flip? Dans le fond, c'est assez simple. C'est un petit speaker portatif Bluetooth. Fait que, il vient en plusieurs couleurs, plusieurs modèles, comme vous pouvez voir ici. On l'appelle le JBL simplement parce que, dans le fond, on peut l'écouter, le flip, excusez-moi, parce qu'on peut l'écouter horizontal ou vertical en le mettant de l'autre côté. Intéressant, ça ne va pas moduler le son. Ça ne va pas vraiment comme détruire le son. Ça ne change pas grand-chose. Je te dirais que le son va être pareil. Aucune C'est pour différence. ça que c'est fait comme ça, oui. Parfait. Puis, dis-moi comment ça marche exactement pour l'allumer et tout. Dans le fond, oui, c'est ça. Premièrement, on l'allume, bouton power. Après ça, on laisse le bouton power activé. Et là, ça connecte avec un appareil, donc un téléphone, une tablette. Tu ouvres ta tablette et là, avec le Bluetooth, tu vas avoir le JBL. Tu cliques dessus. Après ça, tu choisis la musique de ton téléphone, puis ça va directement dedans. À partir de là, tu peux jouer avec le son, soit sur ton appareil ou sur le petit bouton ici. Ou sinon, avec celui-là, tu peux aussi faire des appels. Donc, tu pèses sur ça, tu parles là-dedans, pas de problème. Avec la dernière version aussi, il y a aussi le bouton Siri. Donc, tu peux faire tes petites commandes à partir de ton JBL. Wow, intéressant. Donc, tu peux appeler avec, ça, c'est vraiment le fun. Oui. Puis, il y a plusieurs options à faire avec cet engin. Puis, je vois d'ailleurs que tu as plusieurs sortes de JBL. Je ne sais pas si c'est plusieurs versions ou plusieurs compagnies ou peu importe. Donc, je me demande, c'est quoi vraiment la différence entre ces trois-là? Oui, bien dans le fond, il y a juste une compagnie, c'est juste JBL, mais il y a 4 versions. Fait que moi, j'en ai 3 parce que c'est comme ça. J'ai la 1, la 2 et la 4, excuse, je n'ai pas la 3. Dans la 1, je te dirais qu'il n'y a pas vraiment grand-chose d'inclus à part Power et le son. Sinon, dans la deuxième, ils ont essayé de le rapetisser un petit peu pour le rendre un peu plus portatif. Finalement, ils se sont rendus compte que ça glissait beaucoup trop, fait que j'imagine qu'ils ont passé à l'autre. Sinon, sur celui-là ici, il y a le bouton d'appel qu'il n'y a pas nécessairement sur le premier. Les différences vont plus être au niveau du quatrième. Il est waterproof, ce qui est vraiment le fun quand tu vas emmener en camping, un canot, toutes ces affaires-là. Tu as aussi le bouton Siri, comme j'ai dit tantôt. Il est antidérapant, ce qui est vraiment le fun pour pas qu'il glisse. Hein? Puis sinon, il y a 12 heures de charge, alors que celui-ci en avait 6, celui-ci en a 8. Et aussi, il y a du son qui recouvre toute la partie du speaker, alors que les autres, c'est juste sur le devant. Donc, le son est vraiment meilleur de qualité que celui-là ici. Wow, donc ça peut vraiment durer une fin de semaine complète de soirée, du relativement, moins, avec oui. C'est le fun. Wow, c'est bien. Puis, justement, où est-ce qu'on peut se procurer cet engin-là en tant que tel? Bon, tu peux te procurer pas mal partout, honnêtement. Tu peux aller sur le site si tu veux pas te compliquer la vie. Là. Sinon, il y a aussi Best Buy, La Source, toutes ces places-là, ils vont le vendre aussi. Puis écoute, dans tous les pays, tu peux les trouver. Moi, lui, je l'ai acheté au Canada, je l'ai acheté en Australie, je l'ai acheté en Thaïlande. Fait que tu peux le trouver dans un magasin ou dans un coin de rue en Thaïlande. Là, je pense que je vais rester au Canada. Ben écoute. Ça coûte combien exactement, justement? C'est ça. Encore une fois, ça dépend où tu le prends. Le dernier, je te dirais que sur le site, est rendu à 88, quelque chose comme ça. Okay. Moi, je l'ai acheté à 15 là, donc en Thaïlande. Je veux dire que les prix sont différents. Puis tu recommanderais cet engin-là? Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu recommanderais plus? Bien, c'est sur le 4, là, il y a beaucoup plus d'options intéressantes. Là. Mais oui, je le recommanderais vraiment. Moi, j'en ai 3 versions, c'est pas pour rien. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent aussi, là, fait que non, c'est un beau petit JBL. Bien, merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. On remercie encore Kayla Matt. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Et restez à l'écoute, car prochainement, nous allons avoir Julio Melara-Lacroix qui va nous parler de son Royal pour écrire sa machine à écrire. Donc, restez des nôtres et à la semaine prochaine.
Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous recevons Julio Melara-Lacroix, qui vient nous parler de sa machine à écrire, le Royal Typewriter. Allô, Julio. Bonjour. Ça va bien? Pas pire. Oui, peux-tu nous dire ce que tu as amené ici, là? Ben, aujourd'hui, j'ai amené ma machine à écrire, le Royal Typewriter. Donc, celle-là, c'est du branche Aristocrat. Donc, en fait, la compagnie Royal Typewriter, ils ont commencé avec l'original Typewriter. Après ça, il y en a fait des branches où il y avait des spécifications uniques OK. pour les typewriters. Donc, celle-là, ça vient du Aristocrat, la branche Aristocrat. Ouais. OK. Peux-tu nous montrer un petit peu comment ça marche? Bien sûr. Donc, comme tu peux voir en avant ici, tu as ton clavier pas mal simple et normal. En ce moment, moi, j'ai mon cap lock. Donc, ça, le cap lock ici, tu pèses shift encore, ça va s'enlever. Tu as le bouton ici pour retourner. Tu as le bouton ici pour t'avancer. Mais à moitié chemin, ça va te bloquer. OK. Parce que, dépendant de tes marges que tu as sélectionnées, ça va t'arrêter là. Donc, tu pèses ce bouton ici. Après, tu peux continuer jusqu'à la fin. Tes marges sont sélectionnées par quoi? En haut ici. Ah, OK. Attends une seconde. Oh. Tu peux voir les petits boutons en haut ici pour choisir tes marges. On peut voir que c'est léger comme machine. Ouais, pas mal. Et oui, OK. Tu pèses le bouton ici. Ici, tu as ton contrôle de touche de sensibilité. Ici, tu choisis dans quel sens ton ruban il passe. Ouais, c'est ça. Sinon, ça passe par là. Ouais. C'est pas mal ça. Comme tu peux voir, moi, mon ruban, il est rouge et noir, malheureusement. Mais d'habitude, tu as blanc, rouge et noir. Et tu peux les sélectionner ici. OK. Donc, d'habitude, le blanc, c'est pour corriger. Le noir, c'est pour écrire. Et le rouge, c'est pour... non, j'ai fait une erreur. Oui, c'est ça. Je l'ai fait encore. Malaise. Le blanc, c'est pour effacer, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Le blanc, c'est pour effacer. Le rouge, c'est pour corriger. Le noir, c'est pour écrire. Et c'est pas mal ça. En fait, je vais vous montrer comment insérer une feuille. Donc, pour insérer une feuille, tu mets ta page ici, tu l'alignes avec le petit bout métal là. Tu tournes ça, ça s'avance. Tu bouges ça par en haut, tu le pousses à l'intérieur. Après ça, ouais, tu fermes ça. Après, tu es prêt pour écrire. Ouais. Et chaque fois que tu veux donner de l'espace, tu as tes petits contrôles ici. OK. Ouais. Ça fait combien de temps que tu l'as, ta machine? Ça fait environ 5 ans que je l'ai. Tu l'as eu où? Mon arrière-grand-père, il est pas mal vieux. J'imagine, ça vient avec oui. le titre. Ouais. Donc, il fallait déménager dans une maison de vieillard. Donc, on est passé chez lui. Il a dit s'il y a quelque chose que vous voulez prendre, vas-y, à cause il y a une limite à ce que je peux prendre. Ouais. Donc, j'ai dit, je l'ai trouvé, je vais le prendre. Tu l'utilises encore? De temps en temps, oui. Oui, pour faire quoi? D'habitude, quand j'écris des textes ou des poèmes ou des lettres personnelles à des gens, je vais utiliser ça. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait en acheter une? Pas trop sûr. Dans le fond, je dois te couper. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Pour les gens à la maison, restez avec nous. Après la pause, on a Karim Oukil qui vient nous parler du cube Rubik. Merci. Passez une belle journée.
Bonjour et bienvenue tous à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter un homme sage qui va faire découvrir son objet qui est en fait le cube Rubik's. Donc, bonjour Karim, comment Bonjour ça va? Julio, comment ça va? Pas mal bien, et toi? Eh bien, très bien. C'est beau ça. Donc, pourquoi avez-vous choisi cet objet et pas un autre? Eh bien, je l'ai choisi parmi d'autres, c'est parce que il est très fascinant. La première des choses, il est très complexe. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose qui va t'arracher les cheveux. D'ailleurs, regarde son nom, il s'appelle un casse-tête. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, ça, c'est pourquoi moi, je manque de la moitié de mes cheveux. J'ai essayé une fois. Non. Donc, où peut-on le trouver et à quel prix? Eh bien, on peut le trouver surtout dans les magasins Toys R Us qui se trouvent un peu partout au Canada et l'Amérique du Nord. Le prix, il varie entre 4 $ et 37,99 $. C'est un bon prix. Oui, pas mal. On peut même l'avoir à 20, 19, 15, ça dépend. Ouais. Voilà. Ouais, c'est beau ça. Donc, quelles sont ses caractéristiques? Ce Rubik's Cube, il a beaucoup de caractéristiques. L'un des premiers, il a 6 faces. Il a 6 faces différentes, de 6 couleurs différentes. On a les couleurs, c'est l'orange, le rouge, le bleu, le vert, le jaune et le blanc. L'idée originale, c'est d'arriver justement à avoir les 6 faces et 6 couleurs sur chaque face automatiquement. Voilà, et il peut tourner sur 3 axes de rotation différents, sans qu'il bouge ou qu'il change de forme. Ah, OK. Et l'idée justement, c'est de ramener, en le tournant, tu vas essayer d'avoir les 6 faces. Voilà. OK. Et c'est un classique, 3 x 3 x 3, qui veut dire la longueur est égale à la largeur et est égale à la hauteur. Ouais. Parce qu'il y en a plus complexes qui ont 7, 7, 7, 10 x 10 x 10, c'est plus complexe que ça. Oui, c'est ça. Quand et par qui est-ce que le cube Rubik's a été inventé? Eh bien, l'idée originale, c'était il a été inventé en 1974 Ouais. par Erno Rubix. Ouais. C'est un sculpteur et professionnel architecteur hongrois. C'est lui qui a inventé, et il l'a appelé d'ailleurs, c'est un objet mythique, et il porte son nom, le Rubik's Cube. Ah, Voilà. wow. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il a eu l'idée? Eh bien, l'idée originale, tout au départ, parce que c'est un enseignant, il voulait amener ses étudiants à penser en 3D. Est-ce que vraiment, c'est-à-dire tout en le mélangeant dans les 6 faces, est-ce qu'ils peuvent avoir l'original? C'est ça l'idée. C'est par la suite qu'il a eu l'idée de le colorer. Quand il les a colorés, les 6 faces, et il les a mélangés, c'est avéré que c'est très difficile d'avoir les 6 faces, et chaque face, il va avoir sa propre couleur. Ouais. Et c'est là qu'il a eu l'idée justement de le commercialiser. Et je crois qu'il a vendu plus de 100 exemplaires entre 1980 et 1982. Et il a dépassé 100 millions, exactement. Oh, wow. Oui, 100 millions, tu imagines, entre 80 et 82. Il est milliardaire déjà, Ouais, à cette année-là. Oui, dans Voilà. ces années-là, ouais, Oui. c'est beaucoup. Pour toi, ton record, c'est quoi? Moi, mon record, Ouais. je n'ai pas de record. Même si je travaille toute ma vie, je ne vais jamais l'avoir. C'est ça. C'est pas mal difficile. Ouais, moi non Oui, plus. le record du monde, parlant du record du monde, je crois c'est quelqu'un qui l'a détenu. Attends, je vais voir, je crois que je l'ai ici. Oui, je l'ai. C'est le 29 janvier 2011. Il s'appelle Félix Zendex. Il a fait 6,65 secondes. Et il l'a battu en 2007. Il a fait 4,22 secondes. Ah, c'est beau ça. Imagine, peux-tu merci, faire ça mais- en 4,22 secondes? Oui, c'est ça. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Donc, merci d'être venu nous entendre parler du Rubik's Cube avec notre cher Karim. Restez avec nous pour la prochaine émission où notre cher Karim va passer en entrevue Rosanne Pivetta qui va parler des chargeurs. Merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir ici sur notre plateau Mademoiselle Rosanne Pivetta qui va nous présenter son objet, le chargeur téléphonique sans fil Blackwave. Tout au long de cette émission, il va essayer de nous faire une démonstration, à savoir ses caractéristiques, sa disponibilité et son utilité et pourquoi il l'a choisi parmi d'autres. Bonjour Rosanne. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Alors, aujourd'hui, tu vas nous présenter quoi exactement? Donc, c'est un chargeur sans fil Blackwave. Oui. Et c'est pas un chargeur portatif, ce qui veut dire qu'il doit être branché à un mur. À une source. Ouais. Donc, plusieurs personnes pensent que c'est un chargeur sans fil. Oh, t'as pas besoin de le brancher dans un mur. C'est pas parce que c'est un chargeur sans fil que c'est... En tout cas. Donc, c'est ça sa particularité exactement, c'est ça? C'est une de ses particularités. OK. Une autre de ses particularités à celui-là en spécifique, c'est que tu es capable de faire charger rapidement. Donc, Rapidement? C'est-à-dire combien? Ça prend combien de temps pour charger un téléphone? Dépendant de la batterie de ton téléphone, comment elle est faite, si elle a une charge rapide, c'est capable de le faire. Ça peut aller comme plus vite que ce que lui, il dit. Mm-hmm. Donc, tu as deux, comme, pas setting, mais comme deux options. Tu peux le faire charger sur du 5 volts ou sur du 9 volts, qui va être dépendant de où tu vas le brancher. Pour que ça charge plus vite, il va te falloir un bloc pour brancher dans le mur pour transférer pour qu'il y ait un transfert qui se fasse, pour que l'énergie qui arrive ici, ça soit la bonne. OK. Donc, une autre question. Est-ce que n'importe quel téléphone, on peut l'utiliser sur pour qu'il soit chargé ou pas? Tous les téléphones peuvent l'utiliser s'ils ont la technologie QI ou Qi. Une des choses qu'il faut être conscient, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait une distance trop importante entre la base du téléphone puis le stand du chargeur. Parce que ça ne chargera pas. Parce qu'il faut qu'il y ait un contact le plus proche possible. Et je pense que ça, c'est comme... J'ai mon case en ce moment, mais j'ai un support dessus. Oui. Donc, si j'aurais pas le support, le téléphone chargerait. Mais avec le support, ça marche pas. Ça marche parce qu'il a du magnétisme. Non, ça marche pas avec cette partie-là, mais ça marcherait juste avec le case. Et une dernière question. Est-ce qu'il est disponible? On peut le trouver partout ou on peut le trouver tout simplement? Oui, ça se vend encore aujourd'hui. Ça, nous autres, on l'a depuis 1 an. Donc, puis il est encore en magasin. Encore quelques fois en spécial. Mais ouais. Merci beaucoup, Rosanne. Le temps alloué à cette démonstration vient d'être écoulé. Merci d'avoir partagé cette découverte fascinante avec nous. Je vous souhaite du fond du cœur un avenir promettant. Prochainement, ici, sur notre plateau, on va accueillir Madame Fadwa Rahali qui va nous présenter son objet fascinant qui est le briquet. Alors, merci et à tout de suite.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration à découvrir. Aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec Fadoua qui va nous parler d'un objet spécial qu'on utilise souvent, le briquet. Donc, bonjour Fadoua. Bonjour Rosanne. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi? Ça va très bien. Pour commencer, est-ce que tu es fumeuse ou non fumeuse? Je ne fume pas. OK, parce que souvent, quand on parle de briquet, ça va être parce que quelqu'un fume. Pourquoi? Normalement, oui. Par contre, j'ai trouvé qu'il y a plusieurs personnes qui utilisaient des briquets, pas forcément les fumeurs. Et aussi, il y a quelques années, j'avais une petite collection de briquets. Et son histoire est, je dirais qu'elle est impressionnante. C'est pour ça que je l'ai choisie aujourd'hui. Donc, combien de briquets tu as environ dans ta collection? J'avais une quarantaine de briquets. Par contre, en déménageant, je n'ai pas pu les ramener. Du coup, j'ai eu qu'un seul. Puis, on parle de combien tu as dépensé juste pour les briquets? Pas beaucoup, parce que la plupart du temps, je les prenais à des membres de la famille, des amis. Quand je voyais qu'il y a un briquet qui me plaisait, je demandais à la personne. Parfois, je la payais, parfois, c'était offert. Donc, OK. Donc, est-ce qu'il y a un peu d'histoire sur le briquet? Je dirais que oui. Donc, ça a été créé quand même il y a plusieurs années. Le premier briquet était créé en 1823. C'était un Allemand qui l'avait créé, qui s'appelle Johann Doberner. Et il y a aussi un détail que je tiens à préciser, c'est que les briquets, ils étaient créés bien avant la création des allumettes. OK. Puis la marque la plus populaire de briquets, c'est laquelle aujourd'hui? Donc, en faisant quelques recherches, j'ai vu que la marque la plus vendue, c'était la marque Bic. Pourquoi? Parce que leurs briquets, ils sont légers, ils sont sécuritaires et aussi, ils ont une longue durée. Et ça ne coûte pas cher non plus. Puis, où qu'on peut trouver les briquets de marque Bic? On peut les trouver partout, comme les grandes surfaces, les supermarchés, sur Internet, les vendeurs, oui. Un peu partout. C'est un peu partout et tu as plusieurs choix. On peut les trouver dans la rue aussi. Mais ce qui ne fonctionne pas. Okay. Puis, est-ce qu'il y en aurait un qui serait comme le plus cher? Là? Ça serait quoi? Le plus cher briquet, c'était un briquet qui était fabriqué en or massif avec 41 carats de saphir. C'était un briquet français qui datait de l'époque de Louis XIV. Ce briquet-là, il était vendu en 2011 à un millionnaire de Hong Kong. Et son prix, c'était très impressionnant, c'était 750 000 $. Et il l'a jusqu'à aujourd'hui. C'est beaucoup. Oui, c'est trop cher. Donc, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Donc, merci Fadoua. Je t'en prie. Donc, demain, on va avoir une autre émission à découvrir avec ici présente Fadoua qui va nous présenter un chroniqueur et un objet très spécial. Merci.
Bonjour et bienvenue à l'émission à découvrir. Aujourd'hui, j'ai avec moi Elsa qui va nous parler de son sac à main. Bonjour Elsa. Allô. Comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, merci. Toi? Très bien, merci. Donc, pourquoi avoir choisi un sac? Oui, c'est ça. Ben, en fait, j'ai choisi le sac parce que, tout de suite, bon, c'est un sac, c'est très banal comme sujet, comme objet, mais je me suis dit qu'il y avait quand même un bagage historique assez important, puis je voulais un peu, ça, voyager à travers le temps, puis en fait, trouver l'histoire derrière le sac, parce que dès le début, on pense que le sac, c'est plutôt rattaché à la femme, ciblé pour un public de femmes. Et puis, donc, on peut même penser à la blague de la femme qui peut mettre plein de choses dans son sac puis qui sort là, comme si c'était un sac magique. Mais là, c'est ça, donc c'est un peu parti de là. Et puis, je me suis dit, bon, ça n'a pas toujours été ciblé pour les femmes, n'est-ce pas? Donc, je voulais juste essayer de comprendre l'histoire derrière le sac. D'accord. Et tu peux nous parler un petit peu de son histoire? Oui, donc je peux commencer par vous parler de l'Antiquité, où c'était plutôt utilisé par les gens de classe inférieure. Voilà, oui, merci. D'accord. Et puis donc, c'est les esclaves, par exemple, qui mettaient les affaires pour qui ils travaillaient, ils mettaient leurs affaires dedans. C'était des bourses faites en poils de chèvre. Et puis, donc, ça commence comme ça. Puis, vers le Moyen Âge, on voit que c'est des travailleurs, c'est des voyageurs qui mettent leurs outils là-dedans, qui mettent leurs trouvailles là-dedans. Ça devient un accessoire un peu essentiel pour la survie. Et donc, c'est ça devient un accessoire important pour la survie. Puis, on note que c'est un accessoire qui est utilisé par... autant comme chez les hommes que chez les femmes. Et puis, puisqu'il n'y a pas encore les poches qui n'ont pas encore fait leur entrée dans l'histoire, on attache nos bourses à notre ceinture. Donc, les hommes, comme tout le D'accord. monde utilise. Donc, c'était comme une genre de banane. Oui, un peu, oui. D'accord. Et c'était porté par les femmes et les hommes? Oui, les exact, deux. Oui. D'accord. Et à quelle époque le sac il a fait son apparence, je vais dire, en mode? Oui, parce que c'est ça, justement, il n'est pas encore un accessoire de mode. Et c'est vers la fin du 18e siècle, juste avant, en fait, on perd le sac de vue parce que, bon, les vêtements sont imposants et sont gros, donc on n'a pas, on veut pas d'accessoires ou rien. Et puis, ou bien on les porte sous les vêtements. Mais sinon, c'est vers la fin du 18e siècle qu'il devient vraiment un accessoire un peu plus de mode. Donc, les vêtements sont moins imposants et puis on porte, c'est ça, pour terminer un peu le look de notre ensemble. Et il devient un peu plus, de plus en plus devient ciblé pour les femmes puisque les poches ont fait leur entrée et les hommes un peu délaissent leur bourse. Et par exemple, dans notre situation actuelle, où se situe l'utilité du sac? Bien, je vous dirais que de la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est bon, on trouve des sacs de n'importe quelle taille, de n'importe quelle marque, et puis c'est un peu plus donc ciblé vers les femmes. Je vous dirais que ouais, c'est ça en fait. D'accord. Donc, que dit-on sur le futur de du sac à main ou de cet accessoire en général? Bien, c'est ça. Pour le futur, surtout, on voit qu'il y a des modes qui reviennent un peu à la mode, comme le sac banane, on en a parlé comme là, tu sais, le fanny pack, qui était plutôt comme populaire dans les années 80, reprend un peu de sa popularité. Et puis, je vous dirais aussi que on cible moins le sac. Donc, c'est bon, merci beaucoup pour les informations, Elsa, et merci d'être venue aujourd'hui. Restez avec nous. Nous allons accueillir notre prochaine invitée qui sera Marino, qui va nous présenter sa machine espresso. Et merci beaucoup de nous avoir regardés aujourd'hui. À la prochaine.
Bonjour et bienvenue. Merci de vous être rejoints à nous. Aujourd'hui, à l'émission À découvrir, cette semaine, on discute avec notre chroniqueur Marino Velumbaini. Il nous propose un sujet qui réveille, une machine à café Nespresso. Bonjour, ça va bien? Bonjour, et ça va bien. Oui, oui, merci. Alors là, donc, pour ceux qui ne savent pas, là, qui ne connaissent pas Nespresso, la compagnie Nespresso, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu la compagnie? Oui, bien sûr. Nespresso, en fait, c'est une compagnie suisse. C'était créé à la fin des années 80. C'était en Europe, puis c'est arrivé au Canada depuis une dizaine, voire quinzaine d'années environ. OK. Oui. Et puis là, la machine que vous nous avez apportée aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de cette machine-là? Oui, bien sûr. La machine qu'on a aujourd'hui, en fait, ça s'appelle la Initia. C'est une petite machine vraiment qui est bonne pour les gens qui ont un peu, comment dire, une petite cuisine. Puis c'est comme une petite machine, ça occupe presque rien si on parle de place. Puis bonne chose avec, en fait, il y a, avec la machine, vous pouvez faire en fait 2 grandeurs de tasses différentes. Donc vous pouvez voir ici, en fait, il y a 2 boutons. Donc c'est les 2 grandeurs que vous allez pouvoir choisir. Puis ici, on a le réservoir d'eau. Et puis, on va mettre notre tasse juste ici pour faire le café. Ou si c'est un grand café, on va juste l'enlever comme ça. OK. Et puis, vous avez aussi vous nous avez amené des capsules aussi avec... Exactement. Donc, est-ce que c'est toutes les mêmes saveurs? Combien, en fait, il y en a pour cette machine? Oui, pour la machine, il y en a 26 sortes de café. Celui que j'ai amené ici, en fait, c'est une petite machine que l'on appelle... C'est une petite capsule qu'on appelle Cioccolatino, donc c'est une variation en fait. C'est un peu le goût d'un chocolat noir en fait. OK. Et puis c'est fort? Si on parle d'intensité, c'est avec les cafés Nespresso, il y a 12 niveaux, 12 niveaux on va dire. Ça c'est le milieu, c'est l'intensité 6, donc c'est quelque chose d'assez léger à boire. Ah, OK. Et puis là, donc, qu'est-ce qui rend cette machine là, spéciale et qui la différencie des autres, en fait? Oui, ce qui différencie la machine, premièrement, toutes les capsules sont faites avec de l'aluminium, donc c'est recyclable. Ça, c'est une bonne chose. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez choisir 2 grandeurs de café différentes. Puis, l'autre chose, c'est que la machine, elle peut durer 8 ans et plus. Mais ça dépend vraiment en fait, de l'entretien de la machine. Est-ce que vous l'entretenez souvent ou les choses comme ça? Est-ce qu'il y a une manière là, quand même spéciale pour bien l'entretenir? Oui, c'est ça. Pour l'entretenir, en fait, Nespresso, ils ont une solution qu'on appelle solution de détartrage. Parce qu'en fait, quand vous utilisez la machine, il y a en fait des tartes qui se forment à l'intérieur. Puis la machine, cette solution va juste en fait nettoyer l'intérieur de la machine puis enlever tous ces tartes-là. OK. Puis Nespresso, c'est quand même une compagnie de luxe. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du prix pour ceux qui pensent « Ah, j'aimerais ça avoir une Nespresso, mais le prix… » Oui, le prix de la machine en ce moment, il y a une promotion. Justement, si vous voulez l'acheter, le numéro, ça va être en bas de l'écran. OK. Il y a une promotion jusqu'à la fin de l'émission, ça va être à 119 $. Normalement, le prix, c'est 179 $. Donc, appelez-nous maintenant. Vous aurez la machine à 119 $. Bien, parfait, merci beaucoup. Et puis, le café, c'est un prix… En fait, merci, malheureusement, le temps file. Je vous rappelle que Marino nous a parlé de sa machine Initia Nespresso. Et puis, ne quittez pas, une autre démonstration suit. Il s'agit du chroniqueur Youssef qui nous présentera une souris d'ordinateur. Merci d'être là. Au revoir. C'est moi. C'est quand même petit un peu, hein? Ça, c'est choquant. C'est comme choquant. Quand même assez expensive.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, comme invité, comme chroniqueur, excusez-moi, nous avons M. Youssef Arbaoui. Il va venir nous parler d'un objet très spécial que l'on utilise tous les jours. Bonjour M. Youssef. Bonjour Monsieur Marino. Ça va bien? Ah oui, super bien comme toujours et vous? Très bien, merci d'avoir demandé. Puis commençons tout de suite notre émission. Donc, qu'est-ce que nous avons là aujourd'hui? Alors nous avons une souris qui est un objet très universel partout dans le monde, qu'on utilise à peu près généralement partout, surtout quand on est dans un domaine comme le nôtre. C'est la base pour fonctionner un PC, à part le clavier, mais c'est avec le clavier, ça marche un peu en accord. Mais c'est ça, la souris, c'est comme l'élément qu'on a vraiment besoin si on veut faire du montage ou même utiliser tout simplement un PC. Ok, parfait. Puis est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu sa manière de fonctionner? Oui, alors sa manière de fonctionner, c'est tout à fait normal. Comme celle-là, c'est une souris laser. Alors c'est comme il y a un détecteur laser ici qui détecte le mouvement qu'on fait et qui fait marcher le curseur dans notre ordinateur en fait. Et c'est ça la façon de fonctionner. Il y en a des souris à boules, mais ça c'est l'ancien temps, je dirais. Ok, parfait. Puis vous avez dit que c'est un ancien, puis je vois ici qu'il y a une fil, il y a un USB. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Oui, en fait l'USB, comme on le voit ici, c'est un USB 2.0. Et c'est pas un 3.0, les 3.0 c'est sorti en 2014 je pense, 2015. Alors ce modèle-là c'est un 2008, mais ça marche tout à fait bien aussi, c'est super rapide. Et c'est ça se connecte avec un USB, alors il faut juste un ordinateur où il y a un USB et c'est bon. Parfait. Puis vous avez parlé d'entrée 2.0, est-ce qu'il y a un autre type d'entrée? Oui, il y avait avant c'était les 1.0, maintenant c'est les 2.0, c'est les plus connus. Et là il y a les 3.0 que depuis un certain temps ça commence à immigrer un peu en 3.0, c'est les plus rapides, c'est une différence de vitesse. Et je pense d'ici quelques années, il y aura juste des 3.0 parce que comme les 1.0 ont disparu avant les 2.0, là, c'est les 3.0. Ok, parfait. Puis ici, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a une file ici, puis la longueur, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Oui, en fait, cette souris, elle est faite exprès parce que ce n'est pas toutes les souris qui sont aussi longues que ça. On peut voir là qu'il y a vraiment un grand fil. C'est à peu près 1,5 mètre de fil. Oui, et ça, c'est fait exprès pour pouvoir utiliser en ordinateur un peu loin, parce que généralement en montage, on a des gros ordi, par exemple, on peut les placer un peu loin de notre moniteur. C'est un peu pour avoir de l'espace. Et c'est un fil en plastique assez résistant. Maintenant, on les fait en matière comme le t-shirt là, mais avant c'était du plastique. Puis le prix de notre objet, c'est combien? Alors le prix de l'objet maintenant, celle-là, on ne peut pas vraiment la trouver en ligne, en vente je veux dire, mais à l'ancien temps, ça coûtait $60 à peu près. Oui. Ok, parfait. Puis est-ce qu'il y a des promotions pour les fêtes qui arrivent pour le... Oui, bien sûr, toujours surtout sur le site Logitech, sur tout le site généralement. C'est un 40% qu'on aura sur le site avec les nouveaux modèles, bien sûr. Ok, parfait. Puis juste, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour convaincre les gens qui regardent l'émission? Alors, je dirais que le bon argument pour acheter cette souris, c'est déjà... Ici, à la Cité, on utilise ce genre de souris-là pour le montage, alors que c'est ancien, mais on utilise encore ça en 2018, bientôt 2019. Alors, ça marche vraiment bien. C'est comme c'est efficace et simple et efficace. Vous voyez, vraiment beaucoup de touches, c'est simple et efficace. Ok, donc ça fait 10 ans que cette souris existe, c'est toujours d'actualité, c'est toujours bon, ça fait toujours son travail. Puis juste pour préciser, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi le modèle exact de cette souris, donc le nom? Oui, en fait le modèle c'est un Logitech MX Master. Il y a des anciens modèles, ça c'est celui de 2008 comme je disais, il y en a des nouveaux à chaque année en fait de ce modèle-là.
Bonjour, mesdames et messieurs. En fait, merci beaucoup d'être avec nous ce soir encore. Alors, je suis très content d'accueillir Monsieur Étienne Bellemare. Bonjour, Étienne. Bonjour, Issa. Alors, aujourd'hui, tu es venu avec du matériel, je dirais, du gros matériel. Merci de t'avoir déplacé avec ça. C'est ta console de DJ, en fait. Oui. Et moi, je voudrais savoir pourquoi tu as choisi cette console-là au lieu d'une autre pour faire une démonstration aujourd'hui et aussi pour tes shows. Ouais. Donc, la raison pourquoi j'ai choisi cette console, c'est premièrement, il y a plusieurs marques de consoles, genre les laptops, par exemple, on a Apple, on a Microsoft. Donc, Pioneer, c'est la compagnie qui est recommandée ou le standard de l'industrie. Donc, je voulais une platine qui serait de Pioneer, premièrement. C'est aussi des bonnes platines. Aussi, comment dire? Ici, on a 4 channels, donc on pourrait avoir 4 chansons qui jouent en même temps, techniquement. Les plus petites consoles, d'habitude, ont juste 2 pistes sonores. Donc, je voulais avoir vraiment 4 pistes pour aussi, pas nécessairement jouer 4 chansons en même temps, mais aussi je peux faire des branchements comme un microphone sur une des pistes ou de la musique sur l'autre. OK. Alors, par exemple, sur cette console-là, est-ce que tu peux l'utiliser sans un laptop? Cette console, pour toutes ses fonctionnalités, tu aurais besoin d'un laptop. Tu peux jouer de la musique sans le laptop, mais il faudrait que tu sois branché à un câble via un autre laptop ou d'un téléphone intelligent. Pour ça que j'ai un petit adapteur, puis j'ai pris une de mes pistes ici, juste pour ça, puis j'ai un micro sur l'autre. Ah, parfait. Et par exemple, le prix de cette console, est-ce que tu peux nous en parler un peu des prix? Oui. Donc, cette console sur Internet ou probablement Best Buy ou les autres, 1300. Une console, il faudrait aussi avoir une case ou un boîtier pour se déplacer parce que juste avoir ça dans une boîte à carton, c'est peut-être pas la meilleure chose, surtout à l'hiver, puis le changement de température. Donc, juste un boîtier, ça peut être 400 $. Et aussi pour le milieu professionnel, parce que tu ne peux pas te pointer avec un sac. Ça, c'est très difficile. Oui, c'est sûr. Et tu pourrais nous faire une petite démonstration de la console, comment ça marche? Oui, je peux montrer un petit peu des fonctionnalités. Donc, on peut lever un petit peu la console pour montrer à une des caméras. Donc, ici, on va montrer celle-là comme exemple. On a la première piste. Donc, ici, on a un fader. Quand on joue de la musique, on veut avoir le fader au complet. On veut que notre gain ou notre trim soit quand même ouvert. C'est ici où on va moduler le long de la chanson, si c'est fort ou pas assez fort. Ici, on a un filter. Donc, on peut avoir un high pass ou un low pass filter. Ça peut enlever des fréquences du haut, du bas. Ce que ça permet, c'est qu'en même temps, on peut faire des effets durant la danse. Ou si je veux faire une annonce avec mon micro, je n'ai pas besoin d'arrêter nécessairement la chanson. Je peux juste faire un low pass, dire mon annonce, le remonter, puis c'est juste mieux. Ici, on a un EQ low, donc je peux rajouter ou enlever des fréquences du bas. Même chose pour milieu et haut. Ici, j'ai une knob ou bon, c'est quoi les autres noms pour ça? Ça serait comme le sélectionneur. Le sélectionneur pour aller dans ma playlist. Désolé. Ici, on a le bouton load, donc dépendamment de quelle piste je voudrais sélectionner ma musique. C'est bon, merci. On n'a plus le temps apparemment pour notre émission. Merci beaucoup pour cette démonstration. Aucun problème. Et quant à vous, mes chers mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous à la prochaine émission quand on trouvera Maoli qui va nous parler de son ballon de basketball. Merci et bonne soirée à vous. Au revoir.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Maui Kemba qui va nous parler de son ballon de basket. Comment vas-tu, Maui? Très bien, et toi? Pas pire. Donc, parle-moi un petit peu de ton ballon en général. Mais ça, c'est mon ballon de basket. C'est de la marque Wilson. C'est un ballon de basket extérieur que j'ai acheté l'année passée au Canadian Tire pour 15,99 $. OK. Puis, est-ce qu'il y a d'autres compagnies comme Wilson qui fait des ballons de basket? Oui, en fait, toutes les compagnies de sport que tu peux penser qui font des ballons de volleyball ou des ballons de soccer, ils font souvent des ballons de basket aussi. Comme Sur Nike, Adidas, OK. tout Under Armour, Cool. des grosses compagnies comme ça. Puis, est-ce qu'il y a des différentes couleurs au ballon de basket en général? Ouais, en fait, celle-là, c'est la couleur vraiment de base, la couleur orange, c'est la couleur que tu vas voir le plus communément. Mais dans la NBA, en ce moment, non. Il y a 2 ans, ils utilisaient des ballons orange et vert. OK. Pour, ouais, c'était juste pour faire un peu de changement. Mais il y a des ballons de toutes les couleurs, en fait. Toutes les couleurs que tu peux penser, toutes les sortes de motifs. Il y a vraiment il y a un ballon pour ça. C'est cool. C'est cool que tu pourrais avoir ta propre personnalité sur ton ballon de basket. Ouais. T'as-tu des ballons comme ça? Non, en fait, moi, j'ai seulement des ballons de couleur normale. OK. Mais j'ai des amis qui avaient des ballons avec des petits personnages de Spider-Man dessus. C'est cool, ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui fait joue au ballon de basket en compétitif ou est-ce que c'est plus avec amis, famille? Ouais, je suis une personne compétitive de nature, en fait. OK. So, j'aime vraiment pas perdre. So, même quand je joue avec mes amis, je suis très compétitif. Et j'ai joué compétitivement l'année passée pour ma première année pour mon équipe de secondaire. Là, j'ai joué AAU durant l'été. C'est quoi ça? AAU, c'est un niveau, c'est comme un triple A, mais pour une équipe qui voyage durant l'été. OK. So, on voyageait, on faisait des tournois et tout. So, OK. c'est vraiment Donc, bien. où est-ce que tu avais voyagé pour ces tournois-là? Ah, pas celui-là, on est allé à Toronto, comme à Ottawa ici, comme plein de places là. Mais on n'est pas sorti du pays. Puis, c'était-tu avec l'école ou c'était pour juste... Non, c'était vraiment une organisation. Ah, une C'était, ouais. organisation? C'est Ouais. cool. C'est une organisation. Est-ce que tu joues avec tes frères et sœurs? Ouais, je joue avec ma petite sœur souvent. Je la laisse pas gagner, par contre. Ah, Une petite leçon de vie, là. Mais, ouais, je joue souvent avec mes frères, sœurs et mes amis aussi. OK, c'est bon. Et ballon intérieur, extérieur, y a-t-il une différence? Ouais, en fait, la différence entre un ballon extérieur et intérieur, c'est qu'un ballon extérieur, la majorité du temps, il va être fait en cuir, en caoutchouc. OK. Ça, il va moins s'abîmer, il va rebondir plus sur le ciment. Et un ballon intérieur va être fait en cuir, il va moins rebondir à l'extérieur, mais il va mieux rebondir sur le bois. OK. Puis combien de ballons de basket que tu as chez toi? J'en ai 3. J'ai celui-là et 2 ballons intérieurs. OK. Ouais. Puis est-ce que tu préfères jouer dehors ou à l'intérieur avec tes ballons de basket? Ça dépend vraiment de la température. S'il fait beau dehors l'été, c'est sûr que je vais aller jouer dehors. OK. Mais j'adore aussi jouer à l'intérieur, parce que les paniers sont toujours parfaits. Ouais. À l'extérieur, on ne sait jamais. À l'extérieur, t'as-tu un ballon de basket chez toi? Oui, ben, j'ai celui-là pour jouer à l'extérieur. Excuse-moi, un panier. Ah ouais, j'ai un panier, mais c'est pas dans ma cour, mais c'est directement à côté de chez moi. Ah, OK. So, Ouais. je dis que c'est mon panier, mais c'est vraiment... C'est public. Ouais. Ouais. Mais il n'y a personne, personne. dans mon petit quartier. Non. Et pourquoi un ballon de basket et pas de soccer? Mais en fait, parce que le basket, pour moi, c'était vraiment mon sport. J'ai joué au soccer quand j'étais plus jeune, mais je me suis vraiment attaché au basket plus que d'autres choses. OK. C'est Ouais. pas mal intéressant, le ballon de basket. Je savais pas qu'il y avait autant de choses sur un ballon de basket. Ah ouais, vraiment, c'est un sport intéressant. Il y a une grosse histoire sur le basket que moi, je connais pas vraiment en profondeur, mais vraiment, c'est un sport intéressant. Ah, OK. Peut-être que je vais avoir un ballon de basket un jour. Ouais, certainement, on jouera ensemble. Donc, ceci conclut notre émission d'aujourd'hui. La semaine prochaine, nous serons avec Grégory Dany qui va nous parler de son stabilisateur de caméra. On se voit la semaine prochaine.
Bonjour et bienvenue à l'émission À découvrir. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Grégory Dany, qui va nous parler de son stabilisateur de caméra. Bonjour Grégory. Bonjour Maoli. Comment vas-tu? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton stabilisateur, s'il vous plaît? Oui, donc ça, c'est un super stabilisateur à caméra. Pour la caméra vidéo. Donc, pour faire des vidéos avec cette caméra, c'est pas très bon en photo. Donc, comme je disais, vidéo. À quoi ça sert? Tu vas mettre ta caméra là-dessus et puis lorsque le stabilisateur va être allumé, ça va stabiliser ta caméra, donc stabiliser tes shots et puis ça peut donner de beaux résultats. Oui, très bien. Tout à l'heure, tu m'avais dit qu'il y a plusieurs modes d'emploi pour cette caméra. Il y a plusieurs modes aussi. Pourrais-tu nous parler des modes? Oui, certainement. Donc, avec le bouton juste ici, quand on appuie dessus, on va changer les modes. Donc, si on appuie une fois, ça va être le mode par défaut, qui, dans le fond, va stabiliser la caméra et puis qui va suivre ton pan tranquillement, mais smooth, avec un mouvement très fluide. Le deuxième mode, on va cliquer 2 fois sur le bouton. Donc ça va suivre le pan et le tilt. Encore une fois, très fluide. Et puis, comme vous l'avez deviné, le troisième mode, il faut appuyer 3 fois. Et puis, c'est comme un all lock. Fait qu'une fois que ta caméra est là, puis tu baisses 3 fois, ta caméra, elle ne bouge plus du tout. Et c'est ça. Magnifique. Un stabilisateur de caméra comme ça coûterait environ combien? Bien, celui-là, exactement, dans cette version-ci, sans les accessoires de plus, me coûtait, avec les taxes, environ 500 $. OK. Et ça, c'est un caméra de haute gamme ou un stabilisateur de haute gamme ou aussi? C'est moyen, je te dirais. OK. Il en a des moins bons que ça, mais il est quand même léger. Il ne va pas prendre des grosses caméras DSLR très lourdes. Mais non, je te dirais comme moyenne gamme environ. OK. Ouais. Et il y a quelle sorte de stabilisateur qui pourrait prendre des DSLR lourds? Donc, par exemple, tu as le Zhiyun Crane 2 qui va pouvoir prendre plus lourd. C'est un stabilisateur d'environ 800-900 $. Il est plus gros. Les moteurs sont plus forts dessus. Donc, c'est pas mal ça. Mais sinon, dans le milieu comme vraiment professionnel, tu as des gros rigs qui peuvent prendre des plus grosses caméras. Mais ça va coûter pas mal plus cher. Qu'aurais-tu comme avis pour les gens qui utilisent des stabilisateurs comme ça? Bien, premièrement, il faut être conscient que le stabilisateur ne fera pas toute la job. T'sais, il va faire une grosse partie, mais il y en a beaucoup qui viennent de toi. Puis, d'aller regarder des vidéos YouTube ou d'aller regarder des tutoriels pour savoir comment utiliser un stabilisateur comme ça. Parce qu'il y a certaines façons de s'assurer que l'achat soit belle et qu'on l'utilise comme il faut. Très bien. Ouais. Et as-tu déjà eu des stabilisateurs comme ça dans le passé ou c'est ton premier stabilisateur de caméra? Non, c'est la première fois que j'en ai un. OK. Je l'ai depuis juillet environ. Donc, c'est ça. Comme j'ai dit au début, c'est sûr qu'il a fallu que je m'ajuste. Tu n'es pas habitué, là, la caméra, la vitesse que la caméra suit, il y a beaucoup de paramètres qu'on peut ajuster. Puis, il a fallu que j'apprenne comment faire des pas de ninja, qu'on appelle. Donc, il faut que tu te promènes comme ça. Une fois que tu viens habitué, là, ça va très bien. C'est très bien ça. Tu pourrais dire que ça t'a vraiment aidé à faire ta photographie, à faire tes vidéos et tout. Mes vidéos, oui, mes vidéos, pas mal. Parce que, tu sais, souvent, Je vais t'arrêter là. Désolé, c'est malheureusement tout le temps que nous avons pour aujourd'hui. Mais un gros merci à Grégory Dany de nous avoir présenté son stabilisateur de caméra. Restez sur nos ondes. La semaine prochaine, nous avons un autre invité très spécial qui va nous présenter un objet surprise. Alors, restez à l'affût. Merci beaucoup.